Ah! Je le savais, les amis, je le savais. Je le savais. Enfin, non, je le savais pas, mais j'espérais beaucoup. En fait, Uruj, c'est pas le supernova dont on parlait le moins, dont on a quasiment rien sur le parcours dans le Nouveau Monde. On ne sait pas du tout ce qu'il a pu accomplir à partir de l'ellipse, après l'ellipse ou pendant même. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il a foutu. Et c'était celui, je crois, qui était un peu celui qui était mis le moins en avant, on va pas se mentir. Hein. Même avant l'ellipse, je veux dire, dans la période d'introduction de Supernova à Chabondi, on ne savait pas grand chose de ce mec-là. Il avait du reste la prime la plus basse, si je me rappelle bien. Donc, tout compte fait, un Supernova dispensable. M'auriez-vous dit. Mais moi, j'ai commencé à me dire une chose. Ce mec, c'est aussi via lui qu'on a découvert Kaido. Bon, il n'a rien à voir avec Kaido, mais enfin, peu importe, c'est un détail, mais c'est comme ça. C'est également celui dont on ne sait rien de ce personnage. Et là, dans le chapitre 837, on apprend une chose. Parmi les 4 supernovas qui se sont frottés à Big Mom, justement celui qui a fait le mieux, qui a fait le plus de dégâts, je ne dis pas qu'il a forcément brillé, mais enfin, par rapport aux autres si, c'est celui dont tout le monde se foutait. Enfin du moins, tel que l'histoire se présentait jusqu'à présent. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ce personnage pourrait apporter à l'histoire. J'aime son design, et j'aime sa personnalité, le moine fou, j'aime beaucoup ça. Donc en règle générale, de toute façon, les personnages qui sont un peu comme ça, du style Ichibei dans Bleach, j'aime bien. Donc les amis, review, maintenant. Je sais pas comment finir mes intros en fait, ça devient problématique. Allez hop, on y va. Chers amis, on se retrouve pour la review du chapitre 836, mais également pour celle du chapitre 837, puisque comme ça, je vais enfin rattraper mon retard. Vous vous rendez compte que si j'arrive à sortir les reviews dans la nuit, là, parce que je pense que je vais devoir... Oui, je fais la review, donc là, il est 22h32. Ouais, voilà. Mais enfin bon, on va essayer de rattraper mon retard, et j'ai d'autres vidéos qui sont un petit peu en train de se faire, elles sont en montage, et donc voilà, je vous le dis maintenant, de vous à moi, voilà, il va y avoir d'autres vidéos qui vont revenir sur ma chaîne, donc stay tuned, comme disent les Américains, voilà. Donc, premièrement, pour couvrir un petit peu ces 2 chapitres, on va parler de plusieurs points, mais pas forcément dans l'ordre des chapitres. Donc, Lola, déjà, par rapport à Lola, une chose que j'ai trouvé un peu décevante, enfin plutôt par rapport à son père, Pound, ouais, c'est marrant comme nom, bref, Pound, on va dire, eh bien, c'est que, et c'est un petit peu dommage, et c'est là qu'on peut voir un petit peu l'aspect un petit peu, nocif, c'est un bien grand mot, mais nocif des théories One Piece, c'est que la surprise que préparait Oda, comme quoi Lola, c'était la fille de Big Mom, comme quoi, voilà, c'était bon. Bah elle est complètement passée à l'eau, elle est passée à l'eau, ça veut rien dire ça, attends. Elle est tombée à l'eau et elle est passée... Elle est tombée à l'eau, elle est tombée à la renverse. Jean-Pierre 15 Review, la chaîne où on discute plutôt que de parler de manga, on discute d'expressions et de la grammaire. Non, non mais très sérieusement, voilà, la surprise, la grande surprise, waouh, Lola, c'est la fille de Big Mom et c'est la fille du gars qui était planté dans le sol, et on avait vraiment aucune idée que ça pouvait être ça. Bon, évidemment, je vais pas critiquer les théoriciens One Piece, parce que c'était même pas, on n'avait pas besoin de chaîne de théorie pour s'en rendre compte que c'était la fille de Big Mom. Il y avait clairement il y avait clairement un lien de parenté entre les deux, c'était obligé. Bon voilà. Mais je dois dire quand même que le fait de tout le temps essayer de faire des théories, regardez, ça brise le momentum. Regardez ça, ça aurait dû être un truc dans la narration, c'est un truc qui est censé être waouh, une révélation, mais en fait non. Ça c'est pas très bien joué de la part d'Oda, il faut le dire, hein, quand Oda voilà, c'était un peu trop évident sûrement, et la surprise ne passait pas vraiment aussi bien que Oda aurait voulu qu'elle intervienne dans le manga. Je pense que on était tous un petit peu... Bah oui, et en plus ça durait dans les premières pages du chapitre, c'est là des... Ah là là, oh mais c'est incroyable, ça veut dire qu'elle est la fille de Big Mom, mais oui, on avait compris. Passons. Alors donc, 2-3 petits détails, bon, on voit que Randolph, tout ça, on voit d'autres opposants qui pourront fournir des combats aux différents Mugiwara, donc bon, on a Randolph, on a le roi Bone, qui est cette espèce de gros arbre machin qui a l'air un petit peu faible en vérité, donc ce serait plutôt pour un adversaire faible, du style Chopper, même si Chopper n'est pas faible, c'est sa mentalité qui ne suit pas son propre camp en vérité. Mais
Bon alors en ce qui concerne ces personnages, j'ai pas d'autre chose à dire puisque en vérité leur rôle dans ces chapitres était plus que mineur. En ce qui concerne par contre Brûlée, j'aimerais juste dire un petit truc. Outre le fait qu'elle nous fait un joli petit discours avec vraiment on dirait une sorcière, c'est ouf. Et elle nous fait un petit discours de méchante avec le mais on va vous massacrer, vous êtes des petits supernovas nuls. D'ailleurs c'est grâce à elle qu'on apprend le destin de Urouge, enfin ce qui s'est passé avec Urouge, pas le destin de Urouge, j'y vais un peu fort quand même. Mais on apprend ce qui s'est passé avec elle donc voilà, avec lui pardon. Donc en ce qui concerne Brûlé, il y a juste une chose que j'aimerais vous dire, et là j'aimerais que vous, pour ceux qui lisent Hunter x Hunter, en fait j'ai remarqué un truc, son pouvoir ressemble vachement à celui de Nov, ou Novu, ou Knov, ça dépend si vous regardez le manga, l'anime ou machin, ou en français, ou en japonais, ou tout ça. Nov, ça vous dit quelque chose? C'était ce mec en fait qui avait un naine de conjuration qui lui permet en fait de conjurer des espaces en fait, oui c'est ça en fait, des espaces. Ça lui permettait en fait de faire des comment on peut appeler ça? Oui, des téléporteurs, si l'on peut dire. Et en ce qui concerne Brûlée, c'est pas exactement ça, mais remarquez comment fonctionne en fait son paramécia productif de miroir. Elle produit des miroirs, mais qui sont aussi des espaces. Puisqu'en fait, ce ne sont pas juste de simples miroirs, c'est des miroirs qui peuvent réfléchir la lumière afin de transformer telle ou telle chose, de faire des trucs d'optique, mais également de pouvoir emprisonner les gens à l'intérieur, et également de pouvoir en fait renvoyer les attaques. Donc c'est vraiment des miroirs fantastiques, quoi. C'est des miroirs qui reflètent plus l'aspect de conte de fées que plus l'aspect réaliste d'un miroir qui bêtement te montrerait ton reflet. C'est pas juste ça. Ça peut réfléchir les attaques au sens physique, et ça peut également t'emprisonner dans un monde de l'autre côté du miroir, qui est évidemment, comme je le dis tout le temps, une référence à Alice au Pays des Merveilles. Bien, donc voilà, c'était juste un petit détail, je trouve que ça ressemble vachement au pouvoir de Nov, non pas que le pouvoir de Nov est un miroir, tout simplement c'est espèce de créer des espaces dans lesquels tu peux aller, rentrer et sortir, et voilà, ça me fait penser à ça, donc pour ceux qui connaissent, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, faites-en ce que vous voulez. En ce qui concerne la vivre card de Nami, et donc celle qui a été donnée par Lola à Nami, et qui contient sûrement un bout d'âme de Big Mom. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on savait que les vivre cards sont faits à partir de morceaux de toit et d'un papier spécial. Je crois que c'est l'ongle en fait, fait à partir d'eau, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Allez vérifier sur Lucas si jamais vous n'êtes pas certain de ce que je vous dis là. Mais en vérité, eh bien, ce qui est assez curieux, c'est que non seulement c'est censé être la vivre card de Lola, il me semble, pas de Big Mom, ou je me trompe peut-être, mais enfin bon. Mais vu qu'elles ont un lien de parenté, que c'est sa fille, peut-être que, j'allais dire, l'énergie de l'âme de Big Mom se transférait aussi dans la vivre carte de Lola. Toujours est-il que les homies semblent vraiment être très sensibles à cette vivre carte, puisqu'ils sont en mode oh putain, c'est pas vrai, l'âme de Big Mom, on va tous crever. Bon, alors évidemment, ce n'est qu'une piètre défense, hein, parce que de toute manière, ça ne fait rien contre Brûler tout ça, mais quand même ça permet de tenir en respect des homies qui semblent être dangereux quand même, comme Randolph ou même le gros arbre, le roi Baum. Donc ouais, intéressant de voir cet effet là, d'autant que je pense qu'effectivement ça a un rapport évidemment c'est très lié à la présence, enfin à la forte aura de Big Mom, hein, et à son fruit du démon qui doit sûrement permettre, comme je l'ai vu, hein, vous avez mis ça dans les commentaires de la dernière vidéo, et c'est juste qu'elle peut manipuler elle-même son âme. Et donc c'est tout à fait vrai, mais en fait ça reste un paramécia manipulateur. En fait, les paramécia manipulateurs te permettent de manipuler quelque chose, un peu comme Donald Chino, rappelez-vous, dans un filler qui pouvait manipuler la chaleur à sa guise, il pouvait également manipuler la chaleur de son propre corps en vérité. Donc en fait quand tu manipules, ton propre corps n'est pas une frontière à ton pouvoir. En fait, donc par rapport à cette vivre carte, voilà, il n'y a rien, pas vraiment d'autre chose à dire, si ce n'est que c'est intéressant, et je pense qu'on devra un jour peut-être aller plus profondément dans la conception de ces cartes, de la même façon que je pense qu'on aura un peu plus de détails dans la confection des escargophones, tout simplement, voilà. Maintenant, alors voilà, on va parler, comme j'ai dit en intro, des supernovas et surtout de ce que nous a annoncé Brûlé, et par rapport à Urouge, plus précisément Urouge. Alors voilà, je suis très content enfin qu'on en parle de Urouge, parce que pour moi, c'était le supernova qui, je pense, de manière tout à fait, voilà, c'était fait exprès de la manière, enfin c'était Oda qui lui-même avait mis un petit peu en retrait ce personnage, de manière à nous le faire un petit peu oublier, le faire sortir de notre esprit, de nos lignes de mire, si vous voulez. Urouge était sûrement celui... Sauf si vous aviez bien aimé le character design, la personnalité et le semblant de pouvoir que l'on avait pu apercevoir de lui dans Ashaboni, mais excepté ça, si vous n'aviez pas accroché pas plus que ça à ce perso, eh bien vous l'auriez oublié, parce que franchement, à part quand on l'a revu avec Kaido, bah voilà, il n'a pas fait grand chose.
Mais ce personnage, déjà première chose, pourquoi j'aime bien? Parce que j'aime bien déjà le côté un peu moine, j'aime bien sa moine bouddhiste, tout son équipage semble avoir ce thème-là autour d'eux. Et aussi également j'aime bien sa personnalité parce que ça équivaut un petit peu, il a ce côté moine, on avait vu aussi faire une espèce de prière comme ça à la mort, au suicide de Kaido. Et parce qu'il était persuadé qu'il allait crever, on pouvait pas. En même temps, je vais pas blâmer ce pauvre Urouge, hein. Franchement, n'importe qui aurait dû mourir d'une chute aussi haute. Mais enfin, bref. Donc, premièrement, ça. J'aime bien aussi donc voilà, que c'est balancé entre le côté un peu berserk qu'il avait à Shabondi où il se battait contre Killer, et également le fait qu'il peut avoir un côté plus calme et plus reposé. Et je pense aussi que ce gars-là, vu que c'est un Birkan, que c'est quelqu'un qui est une sorte de moine spirituel, n'est pas juste un pirate qui veut le One Piece. Je pense qu'il a une quête un peu plus différente, un peu différente des autres. Tous ne sont pas en quête du One Piece. Enfin, disons peut-être si, mais c'est pas forcément l'objectif premier, si vous voulez ce que je veux dire. Urouge, très clairement, on ne sait rien de lui, mais je pense qu'il y a autre chose derrière son personnage. C'est pas juste un pirate sans foi ni loi qui veut redécorer le monde du sang versé et bâtir un monde à son image. Je ne pense pas. Je pense qu'il a quelque chose derrière son perso, et je pense qu'il aurait tout à fait raison de réapparaître dans un arc où Ener lui-même réapparaîtrait dans le manga, puisque vu que c'est un Birkan et que Ener a massacré les Birkans, les Birkans c'est la troisième race avec les Shandia et les... Je savais que ça allait pas me revenir. Les Shandia, les Birkans et les... Skypiea, hein. C'est quand même très con, hein. C'est Skypiea qui me revenait pas, c'est quand même très con. Enfin bref, donc voilà. Et aussi, alors je dois dire, voilà, Urouge, c'est vraiment celui où on ne sait rien. C'est comme, en fait, Bonnet également. Ceux pour lesquels on sait vraiment ce qu'ils ont foutu dans le Nouveau Monde, enfin du moins ceux dont on connaît à peu près le parcours dans les grandes lignes, c'est l'alliance Apu Kids et Hawkins, pardon. Et puis c'est Bedge, voilà, c'est Bedge et Capone. En ce qui concerne Diaz Drake, on sait vaguement qu'il a rejoint Kaido. Apu, on sait que maintenant il est avec Kaido. Et Kid, on sait qu'il est dans les geôles de Kaido, dans les geôles du château Kaido. Et bien voilà, donc en ce qui concerne Urouge, c'est vraiment celui où on ne sait rien. On l'a juste vu se balader devant une île où il y avait de la foudre. D'ailleurs, tout le monde avait pensé, ah, c'est le retour d'Ener, c'est ça? En fait, apparemment pas. Puis aussi, on l'avait vu avec Kaido, mais tout ça n'était que du décor. Il était là dans le décor, dans l'arrière-plan. Il n'était là que pour introduire, pour maquiller un petit peu. C'était un outil un peu cosmétique pour simplement leur faire des petites ponctions de supernova comme ça dans le manga. Mais j'attends vraiment qu'on nous remette ce personnage dans l'histoire et j'espère qu'il va apporter quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc c'était un petit peu... Voilà. Mais je trouve stylé ce mec. Voilà, c'était littéralement celui qui avait paru le moins stylé à Shabondi. Il avait été obligé d'utiliser un pouvoir de croissance. C'était un peu bizarre. Est-ce que c'est de la résurrection, comme faisait Shukuro dans le... Shukuro, non, Kumadori. C'est Fukuro et comme faisait Kumadori dans CP9, ou même d'ailleurs Rabuchi, hein. Ou alors est-ce que c'est plus un fruit du démon, de force corporelle qui t'augmente ta force? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il avait été obligé de recourir à ce pouvoir pour essayer maigrement de taper un pacifista, tandis que vous aviez juste à côté mon héros Diaz Drake qui avait sauté comme ça, qui avait kické un supernova et qui l'avait envoyé valdinguer dans tout Shabondi. Donc franchement c'était relativement stylé. Mais lui, en contrepartie, n'avait pas vraiment brillé. Il avait été un petit peu diminué en termes de charisme par rapport à ce qu'avaient fait tous les autres. Et il s'était fait vraiment malmener par Kizaru. Donc Urouge était un petit peu passé pour le dindon de la farce dans cette histoire. Mais en fait, je pense que c'est autre chose. Ce personnage a donné quelque chose d'autre dans le manga. C'est comme Diaz Drake. Je pense que Diaz Drake a un plan. Ça ne sera pas juste un antagoniste, un bête antagoniste. Voilà. De toute manière, je pense qu'on peut être sûr que les 11 Supernova auront un destin particulier dans l'œuvre. Ils ne seront pas juste là pour remplir une case antagoniste ou allié, voyez. En ce qui concerne maintenant Crackers. Alors je veux dire, Crackers c'est très stylé. J'aime beaucoup son design. Il a l'air un petit peu con, mais enfin bon, on est habitué dans One Piece, les méchants qui ont l'air cons. Mais il a l'air quand même aussi d'être assez déterminé, vous voyez, il est sérieux. J'aime bien ces persos comme ça change un peu. Et il a une gueule un peu, on dirait un peu un gnome, mais en taille de géant. Il a une barbe, il est un peu gros comme ça. Mais et aussi son chapeau, on dirait un truc très curieux avec une sorte de crête à la romaine. Moi j'aime bien le design, voilà. Entre nous, voilà, on parle des designs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé son design. Et puis si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Bon, je m'énerve. Faut que je me calme. Il fait trop chaud, putain. Enfin bref, donc peu importe. Ensuite, par rapport, alors au-delà du fait qu'il soit stylé, bon, voyons ce qu'il est. Alors c'est un épéiste. Apparemment aussi, il a un sabre soi-disant exceptionnel. Comment il s'appelle d'ailleurs? Je me rappelle plus. Bretzel, non c'est ça? Ouais, c'est Bretzel. Cliquez sur ajouter pour fermer cette
Adblock, hein. Je devrais vraiment utiliser Adblock. Mais ça me fait chier, parce que après faudrait que je trie entre les youtubeurs que je veux, enfin non, peu importe. Mais enfin bref, oui, donc c'est bien Bretzel, s'il vous plaît, merci. Oui, bah je sais, je m'en fous, c'est pas professionnel, prenez-vous un coca en attendant, oh là là. Mais je retrouve pas, ça fait chier. Non, j'en ai rien à foutre, je veux trouver la bonne. Pretzel avec un P, ah, ça valait le coup que je cherche, vous voyez, regardez, il y avait une différence. Donc, peu importe. Donc, en fait, voilà, donc, il a différentes techniques, donc on voit que c'est un escrimeur expérimenté. Mais ce n'est pas forcément ça dont il faudrait parler. En ce qui concerne donc, j'allais dire Pretzel, en ce qui concerne Crackers, je pense que ce qui est intéressant, probablement, c'est de parler de son pouvoir. Apparenté peut-être un fruit du démon, certaines personnes ont dit que c'était, alors je pense que c'est un Zoan, hein, je pense que voilà. Certaines personnes ont pensé aux Zoan mythiques du Sambra, hein, vous voyez, c'était les alliés des géants, il me semble. Les Sambra, c'était ceux qui avaient été recrutés, on va dire, par les Olympiens pour se battre contre les Titans. Voilà, c'était les Hécatonchires également, on les appelait comme ça. Je crois que c'était les Hécatonchires parce qu'ils se sont fait créer par Hécate, sûrement, ce sont les fils d'Hécate. Hécate, c'est une titane ou un titan. Oh là là, c'est tellement approximatif, la bordel de merde. Enfin bref, peu importe, allez chercher Hécatonchire sur Google, bordel de merde. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, ça pourrait être très bien ça pourrait être également Zoan de l'araignée, tout simplement, beaucoup plus simplement. Hein. Voilà. Rien d'autre à dire particulier sur ce perso. En l'occurrence, enfin, si, sur son pouvoir, je veux dire. En l'occurrence, je pense qu'il y a autre chose aussi qu'il faudrait, sur lequel il faudrait s'attarder. Hein. Quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est son haki. Luffy, en essayant de taper sur cette espèce de bouclier biscuit là, il dit la chose suivante: putain, son haki de l'armement est vraiment super fort, je n'en ai jamais vu de tel. Et moi je me dis, mais attends, c'est marrant, c'est pas du haki noir. Curieux ça, c'est pas du haki noir. Est-ce qu'il y aurait une autre forme de haki super? Parce qu'on sait que, bon, c'est un peu du redcon, mais on sait que, bon, la Marineford, voilà, il n'y avait pas de haki parce que Oda n'avait pas encore l'idée, tout simplement, du haki noir. Mais enfin, c'est vrai qu'il existe le haki de l'armement qui n'est pas... De toute façon, même le haki de l'armement de Riley, c'est pas du tout la même chose. Hein. Il pouvait carrément créer des espèces de rayons de force, enfin des espèces de trucs magnétiques, énergétiques, je ne sais quoi, pour pouvoir repousser son opposant. Mais enfin bref, peu importe, on sait qu'il y a ce haki là, par exemple, le haki de Riley, on sait qu'il y a le haki simple, invisible, qui te permet de te donner une armure assez basique, et puis il y a le haki noir qui te permet vraiment de renforcer tout ton corps entier. Mais là, c'est un haki transparent. Enfin, j'ai bien regardé, il me semble que ce n'est pas du haki noir. Donc, dites-moi les amis, ce que vous pensez de ça. Est-ce que on aurait... Et ce serait bien d'ailleurs, je trouve que ça permettrait de diversifier un petit peu le haki qui je trouve un petit peu fade. Je suis pas fan du haki, je trouve que c'est vraiment 3 techniques et puis basta, quoi, fini. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'autre en ce qui concerne le haki? Moi, j'aimerais bien. Pour terminer, 2 choses. Donc, le combat qui va s'en suivre et les paroles de Cracker, c'est la discussion avec Luffy. Premièrement, peut-être la petite discussion qu'il y a eu entre Luffy et Cracker. Alors, c'est Crackers ou Cracker? Je préfère Crackers, moi, Crackers. Bref, eh bien, Luffy, non, Cracker dit une chose assez intéressante. Il dit la chose suivante. Il dit: tu es égoïste de vouloir ramener ton compagnon. Peut-être qu'il serait beaucoup mieux, enfin, il serait forcément beaucoup mieux voilà, loti dans une vie un petit peu de cocagne au sein de cet univers un petit peu nobilier, quoi, un peu chez les nobles dans son château en train de siroter son vin tranquillement avec sa femme gentille, tout ça, machin, et une vie normale, sans aventure, sans danger, pas une vie de pirate, pas une vie de paysan à la con là. Donc voilà. En ce qui concerne ce que se répond Luffy, je trouve que, alors bon, évidemment Luffy répond, il ne parlerait jamais comme ça. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était très bien de faire ça, parce que il faut qu'on ait des raisons de les haïr, ces cons, ces connards là, parce que jusqu'à présent Crackers, oui, il était un peu vilain avec Pound, mais voilà, c'est rien de bien méchant. Il faut qu'on nous donne des raisons de ne pas les aimer, de les haïr, de détester leur mentalité, parce que c'est bien que ce soit des antagonistes, mais il faut bien que, regardez ce qu'il est en train de faire avec Big Mom, Oda, il est vraiment en train d'installer un climat un peu terrifiant avec son pouvoir et tout ça. Elle prend les âmes des gens, et puis on dirait un peu une ogresse, une sorcière qui veut piéger les gens. Enfin, moi c'est ma théorie, je sais que j'y tiens beaucoup, je vous le dis, elle veut bouffer tout le monde, hein, je vous assure. Il y aura un truc comme ça, je suis sûr, elle bouffe les gens, je suis sûr. Mais enfin, peu importe, donc en ce qui concerne Cracker, je trouve ça bien, parce que ça nous montre que c'est un personnage très sérieux, qui méprise hein, toutes ces espèces de petites raclures de supernova. Et voilà, c'est bien de mettre les points sur les i. On n'affronte pas juste des mecs parce que c'est des subordonnés, non, on les affronte aussi parce qu'ils ont une mentalité, parce qu'ils se comportent d'une certaine manière, parce que c'est Crackers et pas juste subordonnés de Big Mom. Il faut qu'ils deviennent des personnages, ces gens-là, pas juste
des éléments de background. Et ce perso, je trouve ça bien qu'il nous ait mis ça, parce que c'était un argument aussi qu'on pouvait poser sur la table, hein. Franchement, oui, c'est vrai. Peut-être que Sanji serait mieux tranquillement chez les Vinsmoke, même si on sait nous que c'est pas le cas, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir ça, et je trouve que c'est bien que Luffy dise non, écoute, ça suffit mec, tu vas arrêter les conneries, et maintenant, Gear Force dans ta gueule. Et ce sera mon dernier point. Luffy qui va en mode Gear Force, donc dans la gueule de Crackers. Plusieurs choses à dire. Déjà, je trouve que c'est un peu fort quand même. Parce que vous savez, ça veut dire que le Gear Force c'est fini. Gear Force c'est fini. Alors, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? En termes de hype, utiliser le Gear Force comme ça, le spammer direct contre un adversaire de sous-ordre quand même, puisqu'il s'agit d'un antagoniste de prologue comme l'était Bluno, c'est clair. Même si c'est un Sweet Commander et que sûrement c'est pas du niveau de Bluno, enfin du moins dans l'échelle, si vous voulez dans l'échelle évidemment, le trio c'était Jabura, Kaku et Lucci. Sans doute que peut-être lui il fait partie du trio de choc, et peut-être on le voit comme ça en prologue et peut-être qu'il veut pas être vaincu, hein, peut-être pas. Mais on nous montre bien que Luffy ne peut pas le vaincre. Il ne peut pas, il n'y arrive pas. Il est obligé, enfin du moins dans sa forme normale, dans ses formes normales, Gear First, Gear Second. Et là, en Gear Force, il est obligé, c'est marrant de dire Gear Force parce que c'est vraiment Gear Force. Mais en Gear 4, si vous voulez, il est obligé de recourir à sa toute puissance pour pouvoir vaincre un antagoniste qui n'est pas l'antagoniste final. Un officier, si vous voulez, un sous-officier de l'armée, un officier de l'armée Big Mom. Même si c'est un gros officier, c'est quand même un officier. Ce qui veut dire que le Gear Force n'est plus, n'est plus suffisant. Il faut autre chose. Il va falloir l'améliorer d'une quelconque manière. Même si effectivement, même je sais même pas si si Crackers il est mort, ou enfin défait si vous voulez vaincu, je ne sais même pas. Et même si au niveau du rythme et de la structure du chapitre c'était bienvenu le fait que Luffy se fasse un peu malmener dans tout le chapitre 837 et qu'au dernier moment c'est genre non, ça suffit maintenant. Bam! Le même sentiment qu'on avait eu quand il avait dit à tout son équipage non, je vais pas reculer devant Fujitora en fuyant Dressrosa. Non, je ne vais pas reculer encore une fois, ce n'est pas possible. Il y en a ras-le-bol. Et donc voilà, là on a le même sentiment d'urgence, sentiment de ras-le-bol vraiment face à ces mecs qui sont des espèces de... Comme l'était un peu de Flamingo, c'est-à-dire ces mecs qui sont reposés sur ses lauriers, cette espèce d'ancienne génération de vieux, de vieux guerriers qui sont arrogants, si vous voulez, enfin arrogants à leur manière, si vous voulez. Ils ont l'expérience, ils ont l'expérience bien sûr, mais ils ont cette espèce d'assurance de leur vieillesse, de leur propre expérience, si vous voulez, qui fait que ils sont insupportables parce ils se permettent de te juger parce que tu es jeune et parce que tu n'es pas expérimenté comme eux. Donc je trouve que c'est bien, ce personnage est bien, je pense que le combat va bien, elle sera assez rapide en vérité. C'est encore une fois une intégration de prologue, hein, ça ne durera pas. Mais dynamique, hein, regardez les pages où on les voit se combattre, il n'y a quasiment aucun dialogue, j'aime quand c'est juste du pur combat avec des moves comme ça, de l'action. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, donc voilà, le Gear Force n'est plus suffisant. Voilà, c'est tout. Ça montre bien que Luffy n'est pas au niveau. Je suis désolé les amis, Luffy n'est pas au niveau. Il a une détermination de dingue et il est très puissant, sans doute le plus puissant Supernova, le plus puissant, mais il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau et on est dans la merde parce que il est même pas avec son équipage en entier. Donc là, je veux dire, qui va aider Luffy honnêtement? Qui peut un petit peu suivre Luffy en termes de puissance dans des combats qui vont venir, les combats à venir? Chopper en forme full monster là, peut-être, je sais pas. Pedro peut-être? Brook! Mais Brook, c'est un combattant de soutien aussi, il faut pas l'oublier. Il est là aussi, enfin je veux dire Brook en combat singulier, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Donc il est fort Brook, attention, il est fort Brook. Il fait partie du mid trio. D'ailleurs dites-moi, entre Robin, Franky et Brook, dites-moi, faites-moi votre classement, parce que vraiment je trouve qu'ils ont chacun leur qualité. Mais j'aurais tendance peut-être à dire Franky quand même, parce qu'il nous a démontré quand même, il nous a fait une sérieuse démonstration de force hein, depuis le début de l'ellipse, enfin après l'ellipse. Donc chers amis, nous y voilà, nous avons terminé cette review. Je sais pas pourquoi je suis solennel comme ça, mais enfin, si, je suis content parce que je suis enfin arrivé, je ne suis plus en retard, donc voilà. Maintenant, je ferai c'est dommage, hein, au terme des vacances, donc c'est dommage pour moi, mais c'est mieux pour vous parce que je serai plus régulier, je serai chez moi, tout simplement. Et donc, voilà, chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, et allez, allez, je vous dis ciao. J'ai plus d'idées pour mes conclusions, il faudrait que je trouve une phrase. On verra ça plus tard. Allez, les amis, ciao.